Ne rien prendre pour acquis, partie 2. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent qui est fait lors du mois d'octobre de l'année 2024. En fait, il y a quelques jours, j'ai fait un enregistrement qui s'intitule « Ne rien prendre pour acquis ». Et par la suite, j'ai eu un commentaire par courriel de la part de Francis de Montréal. Donc, il m'a écrit un message qui est très confrontant, mais ça peut être intéressant de l'explorer à des fins d'introspection et de le commenter. Donc, c'est sûr que si ce n'est pas déjà fait pour comprendre par rapport à quel enregistrement il réagit, je vous propose aux gens d'écouter donc l'enregistrement qui s'intitule « Ne rien prendre pour acquis » parce que son propos est en réaction à cet enregistrement. Donc, je vais faire la lecture de certains passages de son courriel et je vais les commenter donc dans les prochaines minutes. Voici ce qu'il m'a écrit. Encore une fois, David, tu as fait une très belle vidéo, mais ça donne rien. Penser comme tu fais ne donne rien. Tu relativises tout. L'intelligence dont tu parles très très bien et de manière intelligente, rationnelle, pratique, dis-tu? Eh bien, moi, je te dis que ce n'est pas du tout le principe d'intelligence dont je te parle. Tu cherches, comme tu le décris très bien, une réalité pratique, une intelligence pratique, mais c'est pas du tout de ça que moi, je te parle. Tu es un expert de la conscience, David. C'est très, très bien, mais il y a zéro supraconscient dans ton propos, David. Pas tant que tu ne parleras pas au double, mon ami. Aucun double à qui tu parles. Bon, j'arrête ici la lecture. Dans l'enregistrement précédent, en fait, tu parlais à partir de moi. C'était pas une parole, ce que je visais à rentrer une espèce d'état de transe pour être le vecteur de la conscience de mon esprit en particulier. En fait, le point que je veux faire, c'est oui, je fais un éloge de la conscience pratique parce que malheureusement, beaucoup de personnes au fil du temps se sont pris dans les dédales de la conscience spiritualisée, même la conscience de l'esprit qui peut nous vampiriser. D'ailleurs, Bernard de Montréal avait déjà mis en garde les gens contre la créativité. Et oui, la créativité peut être dangereuse. Donc, la conscience vibratoire, la conscience qu'on va dire créative peut, à un certain niveau, représenter une menace pour l'individu parce que ça peut déséquilibrer sa vie et l'amener à prendre des décisions qui n'ont pas de crise de bon sens, qui n'ont pas d'allure. Pourquoi? Parce que les individus peuvent être possédés par une vibration qu'ils ne sont pas capables de contenir, qu'ils ne sont pas capables de stopper, d'arrêter en fonction de leur conscience individuelle grandissante, qui va les amener, entre autres, dans certains cas, à faire des achats impulsifs, avoir des comportements à risque sur la route, ou même en vélo. Je connais même quelqu'un qui est mort d'un accident de vélo qui faisait du vélo de montagne à grande vitesse, puis au moment de sa mort, il n'avait pas porté le casque de sécurité. C'est son expérience. Mais il disait qu'il était en contact avec les forces. Bon, c'est sûr que pour des raisons de programmation, la vie d'un être humain n'est pas éternelle non plus. Là. Je ne suis pas naïf, mais bref, ce que j'ai à dire par rapport à ça, à travers mes enregistrements, puis pour les gens qui m'écoutaient aussi, mon objectif, c'est pas d'être un canal servile qui va canaliser l'esprit ou qui va canaliser des forces ou des entités ou des êtres angéliques ou extraterrestres, puis être tout simplement d'une manière unidirectionnelle la personne qui va être le porte-voix, comme le font certains médiums, ou du channeling. Tu sais, aux États-Unis, c'est populaire, là. En tout cas, c'était populaire il y a quelques années quand je m'intéressais à ça, dans les années 1990 ou début 2000. Bon, mais il y avait des gens qui faisaient du channeling. Puis là, ils disaient qu'ils canalisaient, par exemple, Orton ou un être extraterrestre, ou des êtres angéliques. Mais pendant que l'individu est occupé à canaliser l'esprit, l'individu, à travers sa parole, ne définit pas le réel par lui-même.
Et à ce moment-là, c'est comme la personne, elle ne reconnaît pas son intelligence, dans le sens que si, par exemple, la personne reçoit une dictée vibratoire de par l'esprit, qui va lui dire des choses sur plusieurs sujets, qui va l'instruire d'un paquet de choses, mais si sa vie, c'est de la crise de merde, si sa vie, ça fonctionne pas, il faut qu'il le voie clair et qu'il le reconnaisse, Chris, que sa vie, ça marche pas. Si la personne a des problèmes financiers, des problèmes relationnels, la personne est pas capable d'être en couple, ensuite n'est pas un conflit avec ses enfants, la personne n'est pas capable de conserver un travail, la personne n'est pas capable de s'alimenter adéquatement à chaque mois, la personne n'est pas capable de payer son loyer, la personne n'est pas capable d'avoir un auto parce qu'elle n'a pas assez d'argent, la personne a des problèmes d'endettement ou autre. Ben, toute cette belle canalisation-là, c'est pas combiné à une intelligence pratique, une intelligence, entre guillemets, créative, en bon québécois, ça va pas de la marde. Je suis obligé de dire ça. Donc, c'est sûr qu'à travers mes enregistrements, ma volonté n'est pas être un individu canal servile du double et être un porte-parole docile d'être éthéique. Bien entendu que c'est pas ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand que je parle, c'est pas une parole qui vise à être au service du double. C'est ça que j'ai à dire. Il faut que l'ego mette à un moment donné son pied à terre et soit capable de s'affirmer par rapport à l'occulte pour pas se laisser marcher sur les pieds. Et aussi pour pas être naïf par rapport à l'afflux d'idées créatives, de sources occultes qui peut le capter dans le mental et qui peut faire en sorte que la personne étant enthousiaste par rapport à un paquet d'idées créatives, un peu comme un individu en état maniaque va se lancer d'une manière impulsive dans des dépenses inconsidérées ou des projets de conférences ou de livres. Donc, des gens, des fois, qui vont faire de la mégalomanie. La personne, elle n'a même pas un public québécois, puis elle peut vouloir, du jour au lendemain, devenir une personne auteure, conférencière et écrivaine internationale. Que la personne commence, dans un premier temps, à avoir un public au Québec, puis après ça, à pouvoir regarder pour l'international, il faut y aller une étape à la fois. Et à mon avis, il y a beaucoup de pièges qui guettent les individus qui sont trop proches de l'invisible et la capacité de mettre ses limites par rapport à l'occulte est extrêmement importante. Pourquoi? Ben, parce que c'est envahissant. Puis ça peut crisser à terre la vie des êtres humains, c'est-à-dire créer des déséquilibres très importants qui vont amener la personne, entre autres, à s'isoler, à vivre un état de dissociation avec la société de plus en plus au nom d'un rapport harmonisé à l'esprit ou à la supraconscience. Donc, parce que tout ça est subtil. Quelqu'un qui se rapproche de son double, ça se peut qu'il se rapproche pas de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Donc, quelqu'un qui est en amour avec son double, comment peut-il nouer une relation amoureuse qui va être saine avec une femme, si c'est un homme, ou vice-versa? Ou ça peut être un autre homme aussi si la personne est homosexuelle. Ou ça peut être une personne non-binaire si la personne, dans le fond, elle se considère comme étant non-binaire. En tout cas, vous comprenez le principe. Un autre être humain qui est trop pâmé devant son esprit, à ce moment-là, ça peut nuire à sa relation avec d'autres êtres humains, donc ses relations interpersonnelles en général, et ça va créer du déséquilibre. C'est pour ça que dans des enregistrements, je vais faire appel à sens pratique, puis aussi, tu sais, des gens qui écoutent mes enregistrements au fil du temps, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que mon optique, à travers mes enregistrements, c'est pas toujours de parler de la conscience supramentale. Il y a certains enregistrements, en fait, que je vais faire plus en lien avec la bourse ou même d'autres sujets. Parce que si on est assujetti à juste parler d'un sujet en lien avec un agenda, surtout si c'est un agenda qui a une dimension occulte, ben, on peut être manipulé à notre insu. Et ça va à l'encontre du principe que l'être humain est un être multidimensionnel. Ça se peut qu'il y ait des enregistrements que je fasse qui soient plus psychologiques, d'autres psychiques, ça dépend. Ou d'autres carrément consacrés sur l'étude de la santé d'une manière pratique, ou des finances. D'ailleurs, je suis en contact avec quelqu'un sur Facebook, on a des intérêts similaires, fait que lui il me partage des liens web de vidéos en lien avec le secteur de la santé et aussi des finances.
Donc, à ce moment-là, ben, c'est intéressant. On a des champs d'intérêt communs. Tandis que si la personne s'intéresse au hockey, puis ça ne m'intéresse pas d'écouter des vidéos de hockey, ça ne sert à rien qu'il m'en partage 36 parce que je ne les écouterai pas. Puis en même temps, ben, moi, je ne veux pas y faire perdre son temps non plus si une personne a des intérêts différents. Puis c'est correct aussi. Il y a différents sujets sur Internet, différentes vidéos, comme vous pouvez le voir là, si vous vous promenez un peu sur YouTube. Mais l'histoire de parler au double puis ouvrir tout le temps le contact, non. À un moment donné, il faut que l'ego ferme le contact. Il évalue par lui-même. Il va dire, Francis, probablement que c'est de la réflexion si sa vie est équilibrée au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau financier, dans le rapport à la santé. Si l'ego, lorsqu'il évalue sa situation et voit des déséquilibres, ben, il faut qu'il mette en place des actions concrètes pour améliorer sa situation puis retrouver son équilibre. À mon avis, ça, c'est le summum de l'intelligence pratique. Certes, ça peut être en opposition dans certains cas avec l'intelligence vibratoire ou en dissociation, mais il n'en demeure pas moins que quelqu'un peut être très en contact avec l'esprit ou chevauché par de l'astral ou chevauché par différentes forces. Mais si sa vie, c'est de la merde, comme dit tantôt, ben, sa vie, c'est de la merde, puis à un moment donné, il faut que l'individu il voit clair par rapport à la situation, il l'assume. Mais c'est souvent à travers la souffrance. Il y a des gens qui sont en contact avec l'occulte, puis à ce moment-là, ils vont évaluer les gens qui sont plus fermés comme étant des gens qui sont pas multidimensionnels, sont incomplets, sont limités, sont bordés, sont coupés du réel. Ouais, mais ces gens-là sont capables de fonctionner en société, sont capables de travailler, sont capables d'avoir des liaisons amoureuses, sont capables d'avoir une vie familiale, ben, dans un sens, ces gens-là sont fonctionnels. Il ne faut pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. C'est pas tout le monde qui a à parler avec son esprit. D'ailleurs, ça, c'est une dimension que je déteste par rapport à la conscience supramentale. C'est que c'est une imposition vibratoire faite au sein de l'individu qui fait en sorte que la personne subit cette condition-là. C'est très différent de la personne qui est gaga spirituelle, puis à un moment donné, il écoute une vidéo sur Internet sur les anges, puis là, à ce moment-là, ben, il veut canaliser les anges. Puis là, à ce moment-là, ben, si ça y parle intérieurement, il est tout enthousiaste par rapport à ça lorsqu'il reçoit de l'information, lorsqu'il en fait le relais. Donc, il vit une fascination par rapport à l'occulte qui est entretenue parce qu'il va vers ça, tandis que par rapport à la conscience supramentale réelle, c'est la conscience qui va vers lui et non pas l'inverse. Pour ce qui est du mouvement d'initiation, de mise en vibration, c'est sûr que lorsque le courant passe, ben, là, il y a comme un jeu qui se fait entre la conscience en émergence et l'esprit. Mais l'initiation fondamentale et primordiale de l'individu de la conscience supramentale, c'est un contact interne. Donc, ça, c'est ma compréhension. Mais bon, je vais continuer à lire le message, puis je vais commenter, là. Il dit « Tu es seul dans ta conscience, alors que la supraconscience se vit à deux, entre soi et son double. » Tu ne perds le contrôle de rien. Tu cherches à le garder. Je ne peux voir qu'une forme d'arrogance et d'entêtement à montrer aux autres que toi, tu réfléchirais bien. Oui, tu réfléchis très, très bien. Mais ça ne donne rien, la réflexion, David. En tout cas, je vais m'arrêter parce que tu vas encore me répéter que je ne me mêle pas de mes affaires. J'arrête ici. Ben oui, il ne se mêle pas de ses affaires. Dans un sens que ma vie, c'est ma vie, la sienne, c'est la sienne. C'est sûr que si lui, dans le fond, il veut aller dans une direction différente de la mienne, c'est la même chose pour les gens qui m'écoutent, ben ça vous appartient. C'est des gens qui veulent aller plus à fond dans l'occulte, puis, dans le fond, amener les considérations pratiques comme étant secondaires, parce que moins pures sur le plan énergétique ou porteuses d'astralisation, ou dans le fond, c'est vu ça comme d'une manière péjorative. Là, ce qui est bien en tête, c'est l'image dans le domaine de la religion, qu'il y a des choses qui sont mauvaises, c'est des péchés, puis il y a des choses qui sont bonnes, qui sont des vertus. Ou dans le bouddhisme, les plaisirs supérieurs et inférieurs, comme une personne dans le bouddhisme à qui j'avais parlé m'avait dit, il faut que tu délaisses les plaisirs inférieurs, comme la sexualité, pour goûter au plaisir supérieur, comme la quiétude de l'esprit dans le cadre d'une méditation qui est pratiquée en pleine conscience. Donc ça, c'est une vision dualiste où il y a des bonnes choses puis des mauvaises choses.
Alors qu'un être humain peut travailler sur tous les plans. Autant vivre des états de plaisir sexuel, puis autant vivre de la méditation aussi. Bon, je vais continuer à lire son message. Il dit « Anyway, tant que tu ne parleras pas avec ton double, tu ne comprendras rien. » C'est vrai que si j'aborde des choses d'une manière intellectuelle, ben, sans le contact avec l'esprit, je ne comprends pas la perspective de l'esprit. Mais à un moment donné, l'être humain, c'est bien beau de s'ouvrir à la perspective de l'esprit. Je l'ai fait pendant des années. Mais si la perspective de l'esprit ne me donne pas du pain sur la table pour m'alimenter puis manger, j'ai un crise de problème. Même chose pour la personne qui dit qu'il est en contact avec les anges. Bon, mais si elle est en contact avec des anges qui sont supposés de la guérir, puis elle ne guérit jamais d'un problème de santé, ben c'est que ça ne marche pas, puis elle a un crise de problème. Fait que oui, l'individu peut être ouvert au contact avec l'esprit, puis dans un état interne de disposition à un contact intrapsychique, donc à travers sa psyché, qui peut être l'occasion d'émergence d'idées créatives qui va amener un renouvellement psychique, mais si l'esprit, dans le fond, de par le contenu qui est amené, ça n'apporte rien de concret dans la vie de l'individu, ben à ce moment-là, c'est l'individu qui perd son temps avec ça. Tu sais, c'est comme par exemple la personne qui va passer plusieurs années à étudier les différents taux vibratoires, les différents angles, les différents si, puis pendant ce temps-là, son temps passe et elle ne travaille pas, puis son argent ne fructifie pas non plus avec des investissements boursiers. Donc, à ce moment-là, ben, c'est de voir l'utilité que ça peut avoir. Là, je vais continuer à lire son propos. Peut-être dans 10 ans, comprendras-tu quelque chose? Donc, j'arrête ici la lecture. Peut-être que dans 10 ans, je vais mieux comprendre le double. Je vais peut-être mieux intégrer la supraconscience en fonction des chocs de vie que j'aurais vécu d'ici là. Mais peut-être que d'ici 10 ans, Francis, de son côté, aura intégré davantage l'intelligence pratique. Donc, ça peut aller dans les deux sens. L'importance d'être capable de mettre un stop par rapport à l'esprit qui peut être très envahissant. D'ailleurs, Bernard de Montréal, dans la série d'enregistrements Psychologie évolutionnaire, a fait un enregistrement qui se rapportait au caractère inquisiteur des plans ou de l'esprit, là. Mais il y a le mot inquisiteur pour parler des forces qu'il a utilisé. Il y a des gens qui ont pu trouver que c'est une expression forte, mais il y a une dimension dominatrice de l'occulte qui est bel et bien réelle. Un peu comme dans le temps de l'Inquisition, au Moyen Âge, où c'était une imposition de la croyance au catholicisme qui était fait par rapport à des individus. Et si les gens n'y adhéraient pas, ben à ce moment-là, ce qui arrivait, c'est qu'ils en payaient le prix. Puis des fois, c'était de leur vie. Donc, il y a une dimension dominatrice que si l'individu n'y fait pas gare et s'il ne croit pas en volonté oppositionnelle par rapport à l'occulte dans l'optique d'établir un rapport équilibré avec l'esprit qui va le subir puis en souffrir. Des états de possession de l'esprit, ça peut durer pendant plusieurs heures. Quelqu'un, pendant plusieurs heures, en transe, peut parler. Moi, ça m'impressionne pas. Il y a des gens qui sont impressionnés par rapport à ça. Moi, présentement, au moment où je vous parle, ça ne m'impressionne pas. Dans le passé, j'ai déjà fait des expériences où j'ai parlé pendant plusieurs heures consécutives dans un état de transe. Dans le fond, c'est une expérience qui a été vécue, qui avait une certaine intensité. Je perds la notion du temps et de l'espace quand que je vis ça. Sauf que aujourd'hui, quand je regarde ça, ben oui, on peut ouvrir le canal, oui, on peut vivre un état de conscience altéré à travers une parole exprimée à voix haute, mais on peut faire d'autres choses aussi. C'est pas limité à ça. D'ailleurs, je veux pas que mon enregistrement présent dure 4 heures de temps. Là. Je vais continuer, je vais avancer peut-être un petit peu plus vite. On verra. Mais tu fais du surf sur place en ce moment avec ta putain de réflexion de merde. Ça ne donne rien d'être intelligent, mais tu t'obstines à l'être et tu passes une vidéo entière à le justifier auprès des autres, à te justifier. C'est dégueulasse. En fait, j'arrête ici. Le but de la vidéo précédente, dans le fond, c'est de présenter une perspective, entre autres, critique par rapport à la conscience, puis par rapport à différentes façons d'appréhender la réalité.
Et surtout, une perspective dans laquelle il ne faut rien prendre pour acquis. Et c'est sûr que si les gens vivent différentes perspectives, je les laisse vivre. C'est comme j'ai un cousin qui est moine bouddhiste. Bon, ben, je laisse vivre son expérience. Une autre personne va vivre une expérience de reclus chez elle, à ne pas travailler pour pas se faire corrompre vibratoirement par l'astral ambiant. Ben, je vais lui laisser vivre son expérience, ainsi de suite. Moi, je vis mon expérience. Donc, là, il va dire que je relativise. Ouais, mais c'est à travers le vécu concret que la personne a une mesure de qu'est-ce qui est réel. Parce que sans ça, on peut parler pendant des heures de temps, on peut être en transe, on peut parler avec l'esprit, on peut recevoir de l'information sur un paquet de sujets. L'esprit, c'est comme un puits sans fond. Mais ce que je veux dire par rapport à tout ce processus-là d'intégration de conscience qui peut être l'objet d'une multitude d'enregistrements, c'est que l'individu, puis je vais revenir encore à ce principe-là auquel je ne démarre pas depuis le début de l'enregistrement, c'est que s'il constate que sa vie, c'est de l'hostie de merde, ben il doit réaliser qu'à quelque part, sa vie, c'est de l'hostie de merde, puis il doit faire les ajustements en conséquence. Donc moi, en tant qu'individu, j'ai à faire des ajustements, et c'est à voir aux gens s'ils en ont ou pas, ça leur appartient, ma vie, c'est pas... Leur vie, c'est pas ma vie, là. Donc, j'impose rien. Donc, je continue. Il dit, c'est pas ça la supraconscience, David, mais encore là, tu vas me dire que je suis arrogant de prétendre savoir c'est quoi. Ton ego m'attaque parce qu'il n'aime pas ça se faire dire ces 4 vérités. Fais ce que tu veux de ta vie, mais moi, la conscience, ça ne m'intéresse pas, David. Moi et Bernard n'avons jamais parlé de conscience. On explique qu'il y a un double et que ce n'est pas nous qui pensons. Toi, tu parles ici sans ton double et tu revendiques que c'est toi qui penses. On va arrêter ici un petit peu. Donc, en fait, dans le fond, oui, je n'hésite pas à parler tout le temps avec le double puis être le vecteur de sa vibration. Pourquoi? Parce que être dans un état fusionnel avec l'esprit, sans capacité d'opposition pour l'ajuster ou le critiquer, à ce moment-là, l'individu est englobé par lui, puis il vit une forme de possession. Et il y a une distinction entre l'habitation de la lumière au sein de l'individu et la possession qui peut être fait à travers ceci. C'est très subtil comme propos. C'est quelqu'un qui est possédé. Il est comme un automate énergétique qui reçoit des dictées et qui agit en conséquence par rapport aux dictées qu'il reçoit. Il les évalue pas. Il fait pas preuve de discernement, de pensée individuée, en lien avec une volonté individuelle qui lui permet d'évaluer par rapport aux pensées qu'il reçoit dans le mental si c'est ajusté ou pas. Donc, tandis que la personne qui est habitée par l'esprit, il ressent la présence de l'esprit en son sein, des fois un peu plus que d'autres lorsqu'il monte en vibration, lorsque la colère commence à émerger dans son mental, mais l'individu est capable de mettre un stop. Il est capable de sortir d'un état de transe par lui-même, et un peu à l'image des chamans. Donc, ça, c'est une particularité que la science, à un moment donné, va être obligée d'élucider. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille retourner voir les travaux de Corinne Sombrun. Donc, s'il y en a des gens qui sont intéressés sur YouTube, donc c'est une chercheuse qui a fait des études extrêmement intéressantes par rapport aux états de transe cognitive. Et l'un des constats en lien avec ces recherches, c'est que à partir d'un électroencéphalogramme, eh bien, l'individu qui vit un état de transe chamanique ou transe cognitive, là, eh bien, la personne a un état altéré du cerveau qui est similaire à la personne qui est en état de psychose. Sauf que la distinction entre les deux est très subtile. C'est que le chaman peut utiliser sa volonté individuelle pour sortir à tout moment de l'état de transe, tandis que la personne qui vit un état de psychose, ben, il peut pas le décider individuellement. Pourquoi? Parce que il est possédé par l'énergie. Puis des fois, pour que l'individu soit calmé par une autre personne à l'extérieur de lui, pour sortir de cet état-là, un intervenant, un thérapeute, vont essayer de le calmer, de le détendre, de parler doucement. Ou ça peut être la personne une contention physique, camisole de force, dans un espace matelassé pour pas qu'elle se blesse ou automutile. Donc, c'est pas pareil comme approche. Et il y a une différence, une très grosse différence entre la personne
qui est capable de techniquement sortir d'un état de psychose par elle-même en utilisant sa volonté, puis l'autre qui subit ça. D'où la distinction entre possession puis habitation. Donc, l'individu qui vit une conscience supramentale intégrée, bon, il peut ouvrir le canal, là, ça parle, il canalise, il fait ses barres par écrit, par en haut, par en bas, il reçoit de l'information, il est en transe, il parle, puis à un moment donné, il coupe le contact, puis il va faire d'autres choses, il va aller couper le gazon, il va aller faire son épicerie, il va aller faire la vaisselle, il va faire d'autres choses, puis la vibration va descendre, puis il va revenir dans un état de conscience habituel. Donc, l'état de transe cognitive dont parle Corinne Sombrun, qui est une particularité mystérieuse pour les scientifiques matérialistes, parce qu'eux autres, ils vont de la difficulté à comprendre pourquoi que, techniquement, quelqu'un qui est en état de psychose, si on regarde l'activité du cerveau, parce que c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées dans le cadre d'un état de psychose chez un patient psychiatrique, puis l'individu qui vit un état de transe cognitive, comme un chaman en transe. Bon, mais pourquoi qu'il y en a un qui est capable de mettre fin par lui-même à cet état-là, puis l'autre non? La réponse, c'est la volonté individuelle. La volonté individuelle d'être capable de s'opposer aux forces. Donc, c'est sûr que moi, en tant que communicateur, je ne suis pas intéressé à être un vecteur servile du double et de me départir de ma capacité de jugement et de sens pratique à des fins d'être davantage harmonisé à la conscience prépersonnelle. Ça ne m'intéresse pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire « ben, t'es orgueilleux parce que tu ne veux pas te soumettre à l'intelligence du double, donc tu te crois supérieur au double. » En fait, ma posture est subtile. C'est que je suis d'avis que l'être humain, de par le fait qu'il est confronté à des besoins pratiques dans le quotidien, boire, manger, chier, déféquer, en bon français, est plus en mesure que le double de comprendre les réalités terre-à-terre de la vie au quotidien. Donc, l'intelligence pratique, à mon avis, c'est l'être humain qui est spécialiste pour ça. Pour ce qui est de l'intelligence, des manipulations relatives à des programmations, c'est sûr que le double a une expertise qui est là. Sauf que le point, c'est que l'être humain ne doit jamais se considérer comme étant inférieur à l'esprit et, à mon avis, ne jamais avoir aussi du mépris par rapport à l'intelligence pratique au nom de l'intelligence créative ou prépersonnelle parce que, comme je le disais tantôt, puis le Bernard de Montréal l'a déjà dit, pourquoi je fais référence constamment à lui, c'est parce que Francis écoute régulièrement les enregistrements de Bernard de Montréal, j'en ai écouté dans le passé, bon, ben, il revenait souvent avec des mises en garde, en disant de l'importance de ne pas croire sa voix intérieure. Il racontait à un moment donné, le gars, il a vendu sa maison pour aller à un autre endroit pour attendre les extraterrestres. C'est pas intelligent. Donc, à un moment donné, il faisait allusion aux gens qui s'étaient suicidés pour aller sur Sirius avec l'Heaven's Gate. Là, il y avait une secte où les individus, ils s'étaient tous suicidés dans l'espoir d'aller voir les extraterrestres par rapport à une comète qui passait proche de la Terre puis aller les rejoindre. Ça, c'est de la naïveté puis de la stupidité humaine qui est manipulée par des croyances. Et naturellement, par rapport à tout ce qui est occulte, il faut que l'individu soit capable de se protéger de tout ça. Et là, d'un principe, pour y arriver, ben, c'est de ne pas croire, de ne pas être naïf. Donc, il y a beaucoup de dangers par rapport à l'occulte, que ce soit par rapport au contact astral ou avec l'esprit. Bon, je vais continuer à lire. Je ne veux pas que mon enregistrement dure 2 heures de temps. Tu ne veux pas comprendre. Tu veux rester cartésien et logique et comme tu dis, ce qui t'intéresse, c'est l'intelligence pratique. Tu veux du pratique, lol. Bernard a déjà dit que le seul aspect pratique de sa vie, c'était ses conférences et qu'il n'était pas un homme pratique du tout. Toi, tu veux le demeurer. Tu veux une pratique de pratique, des pratiques. Alors, tu pratiques, toi, mon chum, et continue de ne pas comprendre ce que je vis en jugeant la forme. Je ne suis pas d'accord avec toi, David. Je suis contre toute pratique spirituelle. Bon, j'arrête ici. Il m'a appelé mon chum, une belle expression québécoise pour dire mon ami. Et lui, il est contre les pratiques spirituelles.
mon objet de mon enregistrement, c'est de faire preuve de sens pratique. Pas nécessairement faire des pratiques spirituelles comme dire à tous les jours des Aum ou faire un 20 minutes chaque jour d'une manière rigide de méditation pleine conscience le matin en se levant ou faire des mouvements de yoga à des fins d'élévation spirituelle. Non, l'objet de mon propos, c'est de dire qu'il faut faire preuve d'intelligence en composant avec les réalités concrètes du quotidien. C'est tout. Mais c'est pas d'être soumis à des pratiques, parce qu'être soumis à des pratiques, ça fait l'individu qui est comme soumis à un algorithme ou à une intelligence artificielle ou même à son double, ça fait un individu qui est aliéné, qui est dépossédé de lui-même, donc qui n'est pas dans son intelligence. À mon avis, quelqu'un peut être dans son intelligence puis à faire preuve de sens pratique. Pour ce qui est de Bernard de Montréal, dans un sens, il a fait preuve de sens pratique dans sa vie à différents niveaux. Donc, il répétait, entre autres dans les conférences qu'il donnait lors des années 1980, l'importance de s'occuper de son steak. Il disait aux gens, occupez-vous de votre steak. S'occuper de son steak, c'est dans le sens, steak, c'est de la nourriture, là. Il mangeait de la viande. Là, en 2024, au moment où il a fait cet enregistrement, il y a peut-être des gens de haute spiritualité qui vont crier au scandale. Il mangeait de la viande. Puis en plus, il fumait la cigarette. Ah! Il y a sans doute des gens là, qui comprendront pas ça. Puis en plus, Bernard de Montréal, il était très ancré dans la matière. Il s'était acheté à un moment donné une Jaguar, une auto de luxe. Là, il y a des gens qui vont dire « Ah! » Il utilisait les énergies fossiles pour se déplacer. Ensuite, il prenait l'avion. Donc, c'est pas bon pour l'empreinte carbone. Ensuite, Bernard de Montréal, il a fait des multiples voyages. Donc, c'est pas bon contre la lutte au changement climatique. Il y a toutes des gens qui vont tout interpréter, qui vont dire que ça n'a pas d'allure. Mais oui, mais il y a un contexte. Et autre temps, autre mœurs. Mais Bernard de Montréal, de ma compréhension de lui, avec les principes qu'il abordait, à un certain niveau, il y avait un sens pratique assez aiguisé. Parce que quand il disait à quelqu'un « occupe-toi de ton steak », c'est « occupe-toi là, de manger d'abord ». D'ailleurs, il avait déjà dit à la secrétaire, parce qu'il y avait une personne qui s'occupait de faire la sélection par rapport aux gens qui allaient assister à son séminaire, que les gens qui sont sur l'aide sociale, qui sont sur le BS en bon québécois, donc les gens qui ne travaillent pas et qui bénéficient de prestations de l'État, qui n'allaient pas pouvoir faire le séminaire, qui donnaient. Pourquoi? Parce que il voulait faire une sélection dans ces salles. Il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont dire qu'il était discriminatoire. Ben oui, Bernard de Montréal, il était discriminatoire. De son temps, les cassettes étaient vendues. Donc, chaque conférence était vendue. Il ne donnait pas au public sur Internet comme il y a des... comme certaines personnes le font aujourd'hui là, par rapport à des enregistrements. Bon, le contexte aujourd'hui est différent, là, c'est sûr qu'il est décédé, mais le point, c'est que de son vivant, il avait le sens des affaires, il vendait ses conférences, puis les séminaires, c'était plusieurs centaines de dollars pour assister à son séminaire qui durait une fin de semaine, puis en plus de faire payer les gens, il faisait de la sélection. Puis dans un sens, il disait aux gens de s'occuper de leur steak, donc occupez-vous de votre loyer, occupez-vous de votre femme, avant de vous occuper du supramental, puis tout lâcher votre vie, puis vous mettre dans la merde pour des raisons de naïveté spirituelle, de fascination pour l'occulte. Donc, souvent dans ces enregistrements, il faisait référence que ça n'avait pas d'allure que des gens, par exemple, qui vont délaisser leur femme, puis s'occuper de leurs enfants, puis de leur travail pour s'enfoncer dans de la fascination pour l'occulte. Et je le rejoins dans son propos. Je suis d'accord avec lui. Et c'est sûr que si la personne est sur l'aide sociale et n'est pas capable d'arriver ou de fonctionner, elle a peut-être intérêt à être capable de composer avec les réalités matérielles en ayant capable d'avoir accès, c'est en mesure de travailler. Naturellement, il y a des situations particulières, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, problèmes de santé physique, qui font en sorte qu'ils ne sont pas en mesure de travailler, puis ça doit être respecté. Sauf que le point, c'est que si la personne délaisse les gens de guillemets normaux parce qu'ils sont astralisés,
pour se replier sur elle-même, puis passer son temps devant l'ordinateur, puis à ne pas travailler. Et que à ce moment-là, elle s'enlise dans une certaine situation, dans un envoûtement occulte, que ce soit avec l'astral ou avec le double, ben, c'est la personne qui, à un certain niveau, en paye le prix. Puis c'est sûr que, dans le fond, comme Bernard il disait aux gens, ben, si vous êtes sur l'aide sociale, vous n'êtes pas les bienvenus. C'était pour que les gens qui commencent à travailler, puis après ça, s'ils veulent aller plus loin dans l'intégration de la conscience, puis assister à des séminaires, ça sera autre chose, mais qui commencent à être capables de fonctionner en société. Donc, ça, c'était le point qu'il amenait. C'est ça, c'est un point qui fait pas plaisir à tout le monde, surtout les gens qui sont pour le gratuit mur à mur, que tout le monde a accès à tout gratuitement. Mais dans les faits, la conscience supramentale, que les gens soient en accord ou pas avec moi, c'est jamais et ça ne sera jamais gratuit parce que c'est le résultat de choc d'intégration. Vous allez dire à la personne qui s'est faite violer ou qui a vu ses parents ou membres de famille coupés à la machette devant elle que les prises de conscience qu'elle a faites suite à ces événements traumatiques ont été gratuites. Mais non. Il y a des gens qui ont des accidents d'automobile. La personne qui est gravement blessée dans le dos ou la personne qui est plus capable de marcher suite à l'accident d'automobile, dites-lui que les prises de conscience et l'intériorisation qu'elle a faites suite à ça, qu'elle n'aurait jamais faites auparavant, ça a été gratuit. La réponse, c'est non. Il y a une facture à payer. D'ailleurs, Bernard de Montréal avait déjà donné l'exemple de Stephen Hawking qui était en fauteuil roulant parce qu'il avait une maladie dégénérative qui faisait en sorte que ses mouvements physiques étaient limités, mais que en même temps, ben, cette conscience qu'il avait lui a permis d'avoir accès à de l'information. Donc, Stephen Hopkins, qui est une figure réputée dans le domaine de l'astrophysique, bon, ben, il avait accès à des idées qui ont amené un avancement de la science, mais la facture à payer, c'est que son corps physique était à terre. Donc, il n'y a rien pour rien dans la vie. Donc, ça se peut que la même personne, si elle va très bien sur le plan physique, ben, elle ne concentrera pas toutes ses énergies dans l'étude de l'astrophysique parce qu'elle va plus disperser ses énergies ailleurs. Quelqu'un qui a une vie sexuelle, qui s'entraîne physiquement, qui, par la suite, va, par exemple, voyager un peu partout ou se baigner, ben, peut-être qu'elle va concentrer moins d'énergie à repousser les limites de la connaissance humaine en astrophysique. Donc, elle n'aura pas un point aussi grand de surspécialisation lié aux restrictions de sa vie qui fait en sorte que la personne, elle se ramasse en étant clouée à un siège dans une position à se surdévelopper dans un domaine pour compenser le fait qu'elle est sous-développée dans d'autres domaines. Parce qu'il y a toujours un coup de renonciation. Le temps que la personne passe à faire des études en matière d'astrophysique, elle ne passe pas ce temps-là à jouer au volleyball dans le sable. Donc, voilà le prix qui peut être à payer pour exceller dans quelque chose. Donc, c'est à travers les limitations de certains secteurs de vie que l'énergie va être davantage orientée vers un autre aspect et qui peut amener un surdéveloppement à un certain niveau. Mais il y a toujours une facture à payer par rapport à tout. Donc, je vais continuer à lire son propos. La haute conscience que tu pratiques ne m'intéresse pas du tout, David. Tant que tu ne parleras pas aux invisibles, tu ne sauras rien. Tu te crois au-dessus de ça, mais tu verras avec le temps, David, que j'ai raison, mon ami. Sois intelligent si tu le veux. Moi, je préfère ne pas l'être. Je veux mieux comme ça. Ce sont les principes qui m'intéressent, pas les formes de ces principes, David. Pas le gossage avec la forme comme tu fais, David. Pas la manipulation des formes comme tu fais, David. Mais les principes en tant que tels, c'est juste ce qui compte. Vivre des principes et non de la forme des principes au-delà de. Amitié. Il a marqué Francis l'arrogant de Montréal. Mais tout ça, c'est des jeux de polarité. Lui, il va évaluer que je suis arrogant. Moi, je peux évaluer qu'il est arrogant. Mais si on veut nourrir un dialogue, il faut être capable d'aller au-delà de la forme et être assez transparent de l'ego et capable d'introspection, voire de remise en question, ce qui est très rare en société. On le voit très bien par rapport aux politiciens présentement.
sur la place publique, que ce soit autant au Canada qu'aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, la capacité de faire preuve de tout simplement d'observation de soi, là, c'est très rare. C'est donné à peu de personnes. Fait que, imaginez la capacité de parler avec le double. C'est encore plus rare. Pourquoi? Parce que ça prend un niveau élevé d'introspection, et c'est souvent le niveau élevé d'introspection qui vient suite à l'intégration de chocs importants. Mais le point que je veux faire, c'est que lui, dans son propos, il dit « Je préfère ne pas être intelligent ». Ici, c'est dans le sens de l'intelligence pratique ou intellectuelle ou réflexive. C'est sûr que la perspective supramentale où la personne reçoit de l'information par rapport au double, la personne, au lieu de vouloir conduire le véhicule par elle-même, elle suit la vibration. C'est une autre façon d'être, je suis d'accord. Mais suivre la vibration, c'est sûr que c'est insécurisant pour l'ego. Puis là, la personne va dire, ben là, si tu veux pas suivre la vibration, c'est parce que tu vis avec des états de peur, tu as des résistances. Ouais, mais encore faut-il être conscient que même Bernard de Montréal, qui parlait de l'importance de la conscience vibratoire, parlait en parallèle aussi de l'importance de ne pas croire. Parce que c'est pas toutes les informations qu'on reçoit dans le mental qui méritent qu'on leur donne de l'importance. Donc, moi, je vais faire la promotion du discernement. Puis c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que je peux commenter par rapport à Francis à différents niveaux de son propos. Et puis, c'est sûr que, dans le fond, s'il y a des gens qui veulent entendre tout le temps quelqu'un qui canalise l'esprit, ben, il y a d'autres enregistrements pour ça, il y a d'autres choses pour ça sur le web, puis ils peuvent écouter d'autres choses. Moi, ma perspective, c'est que la personne doit être capable d'évaluer les choses par elle-même. Puis, oui, elle peut être ouverte à l'esprit, mais faire preuve de discernement par rapport à l'esprit pour ne pas sombrer dans la croyance et la naïveté et l'impulsivité qui amènent à faire des actions qui manquent d'intelligence dans sa vie et qui sont plus nuisibles, utiles pour soi et les autres. Mais sinon, je suis dans le vivre puis le laisser vivre. C'est sûr que les échanges que j'ai avec Francis me confrontent par rapport à la dimension intellectuelle de ma personne. En tant qu'individu intellectuel qui vient d'un milieu de comptable, je vais faire des calculs, je vais regarder des placements boursiers, je vais évaluer leur croissance dans le passé. À partir de ça, je vais essayer de prévoir des croissances de certains placements au fil des ans, puis investir en bourse, puis en lien avec ça, j'ai étudié Jean-Sébastien Pilote qui, lui, à partir de son site web, jeuneretraité.ca, il explique comment parvenir à travers des placements passifs à un état d'autonomie financière où l'individu a tout simplement à vivre en fonction de 4% de ses revenus d'intérêt à l'égard des placements, puis atteint un certain seuil. Ce genre de système-là m'intéresse. C'est sûr que lui, il peut me dire, ben là, tu cherches à adhérer ou aller dans le sens de ce type de système-là parce que, à quelque part, ton ego veut être en puissance, ton ego veut contrôler. Dans un sens, est-ce que je veux être en puissance dans ma vie? La réponse, c'est oui. Et à un moment donné, Bernard de Montréal avait déjà dit de l'importance de la personne de mater des forces de l'esprit, mater le caractère vampirique de l'esprit. Ensuite, il parlait de la colère mentale, de la capacité de s'opposer à l'esprit dans l'optique d'horizontaliser le rapport avec lui. Pourquoi que je fais référence à Bernard? Parce que lui fait référence à son instruction qui en a une perspective. Moi, j'en ai une autre perspective. Fait que là, moi, je peux l'amener sur des points. Lui, il m'amène sur d'autres points. Sauf que le point que je veux faire, c'est qu'à travers tout ça, c'est qu'à mon avis, l'intelligence pratique a sa place, bien que l'intelligence introspective a également sa place, la capacité de discernement de l'individu aussi, et aussi l'intelligence qui est en lien avec l'émergence d'une conscience vibratoire, quoique elle doit être ajustée en fonction des besoins pratico-pratiques de l'ego relatifs à sa condition d'être au monde à travers un corps. Parce que si l'individu est juste en contact avec les plans de la lumière, c'est des êtres qui peuvent être très intelligents, un peu comme des ingénieurs, mais s'ils n'ont pas le sens pratique, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont mettre en place des programmations, ils vont mettre en place des systèmes, ou dans des entreprises, ils vont mettre en place, par exemple, des chaînes de montage, mais qui ne tiendront pas compte
la dimension pratique des individus qui les opèrent, puis ils vont être déconnectés de la réalité pratique. Il y a des ingénieurs qui vont penser à des idées pour permettre à l'entreprise d'être plus efficace, plus faire d'argent. Sauf que si la façon qui est aménagée la chaîne de montage fait en sorte que les individus se blessent à multiples reprises, car les objets sur la chaîne de montage ne sont pas à la bonne hauteur pour que ce soit de type ergonomique l'installation, ben, ils ont un problème, puis ça occasionne de la souffrance. L'esprit qui est déconnecté du retour d'information de l'ego en fusion avec lui est un esprit qui est dangereux, car un manque de contact avec la dimension réelle et pratique de l'ego. Mais pour que l'ego soit capable de s'exprimer à l'esprit, il faut que l'ego soit pénétré par l'énergie de l'esprit pour qu'il y ait une rétroaction vibratoire qui s'opère dans sa dimension impersonnelle de sa conscience. Tout ça, c'est compliqué, puis c'est subtil, puis c'est en ligne des jeux d'intégration, puis d'énergie. Ça fait des années que j'étudie ça, puis ça fait des années que je trouve ça compliqué. Puis des fois, quand que je suis tanné du contact avec l'esprit, puis l'information qui peut émaner de lui, qu'est-ce que je fais? Je coupe le contact, puis je vais faire d'autres choses, comme écouter une série TV sur Internet. Sauf que le point, c'est... Puis ça, la conversation que j'ai avec Francis, j'ai quasiment le goût de lui poser la question s'il ne serait pas une des réincarnations de Marc de la Salle. Parce que, vous savez, par rapport au Dalai Lama, bon, ben à ce moment-là, lui, il paraît que, selon la croyance du bouddhisme tibétain, le Dalai Lama, c'est la réincarnation de d'autres Dalai Lama dans le passé et qui sont la réincarnation de Bouddha. Fait que là, s'il y a le 14e Dalai Lama qui est présent sur Terre, ben c'est tout le temps le même qui reviendrait. Moi, je me dirais, faire tout le temps la même chose, à un moment donné, je serais tanné, là, tout le temps venir sur la Terre... à reprendre le même rôle, mais il me semble que ça serait ennuyant. Mais bref, la conversation que j'ai avec Francis me fait penser à des conversations que dans le passé que j'ai eues avec Marc de la Salle, qui m'a confronté. Sauf que le point, dans les confrontations que j'avais eues avec Marc de la Salle ou avec Francis, c'est que ça tourne un peu en rond. Des fois, j'ai l'impression, je me sens quasiment coupable de lui faire perdre de l'énergie, parce que moi, j'ai tout le temps la même position, puis lui, à quelque part, c'est pas vraiment intéressant pour lui, parce que moi, je changerais pas nécessairement de ma position, parce que, pour pas me faire chier avec l'invisible, ben, j'observe le concret. Et les mouvements d'audace, les mouvements impulsifs, au nom d'une vibration, au nom d'une émancipation, au nom de se libérer des peurs et des craintes, oui, ça peut avoir de l'utilité, mais ça a ses limites parce que l'individu peut se mettre en danger inutilement avec de l'occulte. Dans le sens que quelqu'un peut dire, ben, du jour au lendemain, j'abandonne mon travail. Ah, les gens en emploi, mes collègues, ils sont pas assez conscients, ils sont pas assez fusionnés. Ensuite, la personne fait un autre emploi. Non, ils sont pas assez fusionnés, fait que la personne finalement arrête de travailler. Finalement, ben, sa femme, sa fille, non, ils sont pas assez conscients, ils me comprennent pas. Ensuite, la personne, par rapport à des membres de la famille non plus, fait que la personne s'isole. C'est bien beau être fusionné, une capacité de lecture vibratoire, de critique absolue des autres, être capable de dévoiler le mensonge cosmique par rapport auquel ils sont manipulés malgré eux et sont amenés à se mentir eux-mêmes car fonctionnant d'une manière réflexive, mais bien que la personne voit tout ça, la personne elle se ramasse finalement en état d'isolement. À ce moment-là, est-ce que c'est intelligent? Parce que pour vivre en société en 2024, il faut composer avec des gens qui sont dysfonctionnels, en général, à différents niveaux. Puis si la personne est arrogante dans son rapport à l'esprit, ben, elle va se sentir au-dessus d'eux autres, puis elle peut être méprisante à leur égard. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle va se donner un faux rôle de supériorité. Et à ce moment-là, elle va pécher comme orgueil, tout en dénonçant les gens qui, par orgueil, sont arrogants et fascinés par l'astral, alors que quelqu'un peut être arrogant puis fasciné par l'esprit. D'ailleurs, on va parler d'une personne qui est dans le surmental. Et ça, c'est un danger qui guette tous les égos en voie de développement ou en voie d'évolution. Donc, il faut être lucide par rapport à ça.
Et ce que j'ai à dire, ben, c'est que l'individu s'occupe de son steak, comme dirait Bernard de Montréal. Et c'est sûr que quelqu'un qui fait la morale aux autres, si la personne, un peu comme pas Bernard de Montréal, mais Donald Trump, dans le domaine de la politique, il a été président des États-Unis, bon, ben, le monsieur, il est multimillionnaire, il est baveux, il est arrogant, il est grossier, il va avoir des propos très durs envers d'autres personnes, qui, en temps normal, la personne, elle se ferait mettre à la porte où il y aurait des pertes de popularité, mais non, lui, il reste populaire dans les sondages. Il peut être injurieux, etc. Faire un paquet de faux pas qui, pour d'autres politiciens, ça serait fatal, mais pour lui, au contraire, son public en veut, puis en veut plus de quelqu'un qui a l'audace de dire tout haut ce que d'autres personnes pensent tout bas, notamment par rapport à l'immigration. Il n'y a pas eu des propos très tendres à l'égard des immigrants là, dans les dernières semaines. Pour les gens qui suivent un peu les élections américaines, au moment où est faite cette capsule, on est en période électorale, à quelques jours des élections pour le mandat de 2024, donc au mois de novembre. Bon, ben, c'est sûr que, disons qu'il y a les moyens de sa parole sur le plan de ses assises dans la matière. Le gars, il est multimillionnaire. Fait que quelqu'un en situation normale qui dit ce qu'il pense ou qui est très impulsif dans ses propos ou baveux, en bon québécois, il va perdre son travail, il va perdre sa femme, il va perdre tout le monde. Quelqu'un qui envoie chier son employeur ou qui envoie chier la chaîne de télévision pour laquelle il travaille, etc., c'est sûr qu'il n'y aura pas de contrat, c'est sûr, mais c'est sûr que dans certains cas, il y a des gens qui ont l'argent qui leur permet d'être baveux, puis de s'assumer là-dedans. Puis ils ont des assises solides dans la matière parce que s'ils perdent un contrat avec la télévision, c'est pas grave, il est multimillionnaire, il a fait son argent. Mais ça, c'est autre chose. Mais tant que la personne n'est pas parvenue à ça, puis elle est fragile, c'est sûr qu'elle peut être manipulable par rapport au fait qu'elle ne veut pas perdre. Mais c'est compréhensible parce que l'être humain a un instinct de survie, comme les animaux. On a des instincts de survie sociaux et on est programmé pour composer avec des enjeux de survie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'étudier la pyramide de Maslow et encore plus sur le plan financier. Parce que sur le plan financier, ben, rendu à un certain stade, que la personne vive du rejet, etc., elle s'en fout parce que la personne est très riche, comme Donald Trump. Donc, des fois, j'écoute les enregistrements de Donald Trump et je regarde les médias au Québec, que ce soit Radio-Canada ou TVA, ils vont dire « Il va trop loin, ça n'a pas de bon sens dans ses propos, ça va inciter des gens à des actions violentes, etc. Il va amener des escalades horribles. » Je regarde tout ça, là. Puis à un moment donné, il y avait eu un débat entre lui et Kamala Harris, puis Donald Trump... en plein débat qui était vu par plusieurs millions de personnes, a déclaré qu'il y a des immigrants qui vont manger des animaux de compagnie et qui représentent une menace aux États-Unis. Il y a un extrait. Il y a pu avoir un débat qui a duré à peu près 1h30. Ils ont pris ce texte-là qui dure quelques secondes pour le discréditer. Mais bien entendu, par rapport à Kamala Harris, si elle a fait un faux pas, inquiétez-vous pas que dans les médias au Québec, on le présentera pas. Pourquoi? Parce que au Québec, comme dans d'autres pays européens, il y a un agenda mondialiste qui va à l'encontre du nationalisme dont Donald Trump est l'un des porte-étendards. Donald Trump qui va dire en anglais « America first », donc les États-Unis en premier. C'est du nationalisme, c'est pas l'ONU en premier, non. Ou, dans le fond, le Forum économique mondial en premier avec Klaus Schwab, là, non. Tandis que Justin Trudeau, ben, c'est un jeune leader du Forum économique mondial, il fait partie des jeunes du monde qui sont assujettis à un agenda mondialiste, c'est très différent de Donald Trump. Probablement que si Trump est réélu, probablement qu'il ne s'entendra pas trop bien avec Justin Trudeau. Pourquoi? Divergence.
divergence de perspective. Trump va s'occuper d'abord des intérêts américains parce qu'il fait preuve de sens pratique. Et je suis de l'avis que peut-être Trudeau aurait intérêt à tirer profit de sa capacité de s'occuper de sa population d'abord avant de jouer au sauveur à l'international puis vouloir accueillir plein de réfugiés. D'ailleurs, il est obligé de se rétracter par rapport à sa position à l'égard de l'immigration récemment en diminuant de 20% les quotas d'immigrants. Pourquoi? Ben, parce que si on reçoit trop de monde puis on n'est pas capable de leur donner des soins de santé, qui ont des problèmes à se loger, puis pendant ce temps-là, l'itinérance augmente dans les grands centres comme Montréal, c'est parce qu'au niveau pratique, il y a un esti de problème dans la gestion. Mais il faut que les gens souffrent puis que ça commence à se dégrader fortement pour que les gens le réalisent. Parce que il y a une capacité limitée d'accueil. Ça peut faire plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle, mais il faut que les gens soient confrontés à des chocs de vie comme augmentation du nombre de gens qui sont sans abri aux États-Unis, j'allais dire aux États-Unis, mais à Montréal, ou dans des refuges, pour ce qui est de la situation au Canada. Augmentation du coût du logement, du loyer, qui fait en sorte que d'avoir accès aujourd'hui à un logement abordable, comme c'était le cas à peine il y a quelques années, ça devient de plus en plus difficile. Mais ça, c'est les réalités pratiques avec lesquelles que l'individu qui fusionne ont intérêt de composer et de prendre en considération dans sa supraconscience. Pourquoi? Parce que tant que l'être humain, en tant que conscience, évolue à travers un corps biologique, il doit prendre en considération les réalités biologiques. Puis là, si je deviens impersonnel, parce que là, ça va être plus intéressant, parce que là, il va dire, probablement que s'écoute mon enregistrement, il va dire sans doute depuis tantôt que tu te racontes la perspective de l'ego, tu n'intègres pas celle du double éthérique de l'esprit. Bon, je vais faire mes petites barres, puis je vais demander à l'esprit de commenter en relation avec la notion de sens pratique. Ce que ça me dit, c'est à l'être humain de voir à la dimension pratique de sa vie. L'être humain a à prendre en considération la dimension prépersonnelle de sa vie, car s'il ne le fait pas, il est à l'image d'un individu qui est handicapé et qui lui manque un membre. Donc l'être humain, pour être pleinement réel, doit prendre en considération la dimension vibratoire, c'est vital. L'être humain a à composer avec des conditions d'existence aussi. D'où la pertinence de l'intelligence pratique. Si l'être humain attend que l'invisible organise sa vie intelligemment en relation avec des programmations, premièrement, ça ne fera pas son goût en tant qu'ego. Puis ces programmations-là qui sont mises en place par rapport à des êtres de l'autre côté du voile de la dimension physique, ne sont pas nécessairement totalement ajustées à la sensibilité individuelle et émergente de l'individu. C'est à l'individu de se dire à l'invisible, tout en écoutant l'invisible, pour qu'il y ait un rapport d'équilibre, d'harmonie, en relation avec la fusion. Plus l'individu intègre l'esprit, plus il devient lui-même en tant qu'être multidimensionnel. Donc l'ouverture de l'esprit à l'invisible est fondamentale, mais c'est à l'individu d'exprimer avec clarté ses besoins à l'invisible et d'agir en relation avec eux, car il ne doit pas prendre pour acquis que l'invisible va veiller sur lui et répondre pleinement à ce qu'il a besoin de sa perspective à lui, personnelle. Car ça ne fonctionne pas comme ça. Le culte doit prendre en considération l'individu et vice-versa. Pour qu'une unité de conscience réelle puisse émerger. Est-ce que l'esprit s'oppose à l'intelligence pratique? Pas du tout. Par contre, l'esprit s'oppose aux résistances de l'ego qui, au nom d'orgueil et de désir de contrôle, va se réfugier derrière la notion d'intelligence pratique pour maintenir le statu quo et se donner un faux sentiment de puissance.
Mais tout ça, c'est subtil. Parce qu'il peut y avoir de la légitimité à l'ego d'exprimer ses besoins à l'esprit. Puis en même temps, ben, ça peut être d'ajusté parce que si l'ego confond les désirs et les besoins parce qu'il est assujetti à l'astral ou qu'il vibre à la peur, à ce moment-là, sa parole est pas réelle. Et il a besoin de l'esprit pour l'ajuster. Mais si l'ego est fermé à l'esprit et il ne peut pas l'ajuster à travers la communication intrapsychique, à ce moment-là, l'esprit n'a d'autre choix que de passer par des individus interposés auxquels ces individus peuvent servir de canal en y écrivant des courriels ou une pléthore, une grande quantité de messages, mais ça peut être aussi à travers des chocs événementiels. L'ego a s'ajusté avec l'esprit tant qu'il n'a pas atteint totalement la fusion, mais ça ne veut pas pour dire pour autant que l'esprit, à travers son mouvement de mise en relation avec l'ego, va être unidirectionnel par rapport à lui. En fait, là, ça devient intéressant. C'est parce que c'est à l'ego de prendre sa clé de la liberté. S'il attend que les plans le rendent libre, il va attendre longtemps à Christ. Parce que ça va être à travers la saturation de la souffrance expérientielle qu'il va être obligé de mieux se définir par rapport à l'occulte. Donc, l'ego, il a de l'intelligence à exprimer ses besoins d'une manière pratique, mais dans certains cas, c'est sûr que ça peut être récupéré astralement pour que l'individu se maintienne dans un état de médiocrité à un certain niveau. Donc, il ne faut pas que les besoins pratiques aveuglent l'ego et le couple du réel, mais en même temps, si l'ego n'est pas à l'écoute des besoins pratiques, il est déconnecté au réel de sa condition biologique. Donc, ça prend de l'équilibre. Donc, essentiellement, le propos, c'est que ça prend de l'équilibre. Donc, c'est ce qui avait été dit dans le cadre de l'enregistrement présent. Et c'est sûr que c'est intéressant d'aborder un sujet d'une manière personnelle et impersonnelle, mais mon but, c'est pas continuellement faire des enregistrements parce que j'aborde des sujets de manière impersonnelle, parce que, bien que la perspective de l'esprit doit être écoutée ou entendue, c'est l'ego qui a composé avec la condition matérielle de sa vie. Donc, c'est à lui de prendre sa vie en main, dans le sens que c'est l'ego qui mange la nourriture. C'est pas les anges qui mangent la nourriture à sa place. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au moment où je vous parle, il faut que j'aille manger. Fait que je vais arrêter l'enregistrement pour aller m'alimenter. Parce que ça a une utilité pratique pour le corps, parce que si je m'alimente, ça me permet de continuer d'exister sur le plan physique à travers un corps biologique. Donc, je vais aller manger. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée pour les gens qui ont écouté jusque-là cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.